Comment avez-vous commencé la voile et à quel âge vous avez commencé? Bon, j'ai commencé très tôt, puisque j'ai dû commencer la voile à 3 ans, 4 ans. Parce que je faisais du canoë avec une voile, avec un parasol à l'époque. Et puis après, j'ai fait du ivoirien et du 420 après. Comment avez-vous décidé d'en faire votre métier? Comment j'ai décidé? Ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ça s'est fait. Mon père avait un bateau, donc j'aimais bien la compétition, la course, et puis après j'aimais bien aussi la construction. Donc j'ai commencé par déjà faire pas mal de courses, et puis ensuite faire de la construction de bateaux. Donc et après on a monté le chantier CDK avec Hubert et Gaëtan, donc avec 3 associés, qui est maintenant actuellement CDK Composite et qui a été repris par d'autres actionnaires, parce qu'on n'était pas assez fortunés pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous plaît dans la course au large et quelles sont vos motivations? La course au large, c'est de la compétition, c'est du voyage, c'est une certaine forme de liberté. Ça, on remarque, liberté, c'est de moins en moins vrai quand même, parce quand on est tout seul sur son bateau, au moins, il n'y a personne qui t'emmerde pour voir les conneries que tu fais. Y a-t-il une compétition qui vous a plus marqué que les autres? Il y a toujours des compétitions qui marquent plus l'une que l'autre à certaines époques de la vie, quoi. Mais non, j'ai fait 16 Figaro, j'ai fait de la Formule 40, j'ai fait du record de l'Atlantique avec Fleury Michon, avec Jet Service, avec Crédit Agricole. J'ai fait donc des sujets assez différents, quoi. Là, c'était des multicoques, à la fois du multicoque de compétition, à la fois du record, à la fois du monotype comme le Figaro, à la fois de l'hydroptère, après de l'IMOCA, donc avec les bateaux de tour du monde. Là, cette année, on repart sur une saison Figaro avec interface concept pour faire la G2R avec Gilles Damaé, donc c'est un peu divers et varié. Pendant combien de temps préparez-vous chaque course? Plus la course est longue, plus on met du temps à la préparer. Un Vendée Globe, c'est une préparation, je dirais qu'un Vendée Globe, c'est, on va dire, minimum 1 an de préparation. Et encore, c'est limite. Enfin bon, ça le fait quand même. Après, parce que c'est long et parce que c'est en solitaire. Quand c'est en double, les délais sont déjà plus courts, parce que D'abord, c'est plus simple, parce que quand le pilote tombe en panne, par exemple, il y en a un qui peut tenir la barre. Donc ça, c'est un exercice différent. Après, sur du monotype, forcément, la période de préparation est différente, parce qu'il y a moins de technique, mais il y a aussi de la préparation sur l'eau. Là, pour la G2R, on va passer, on va dire, 3 mois de préparation. Donc ça dépend des courses et des supports. Comment gérez-vous la préparation physique, mentale et nutritionnelle de vos courses? Physique, là en ce moment j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Mental, quand on n'a pas le temps, ça permet de pas de réfléchir et puis de pas se poser de questions, ce qui est le cas en ce moment. Et au niveau nourriture, comme ma femme a un restaurant et qui prépare qui a fait de la cuisine avec des produits frais, c'est correct. Vous avez été l'équipier d'Éric Tabarly. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Ouais, j'avais fait le tour du monde avec Éric Tabarly en 81, dans le cadre de mon service militaire. Et ensuite, j'ai fait une transat en double avec lui, avec Bottin Entreprise, qui était un trimaran de 60 pieds, avec lequel on a fait Lorient, Saint-Barth et Saint-Barth-Lorient,
On a Chariviéré au retour. Voilà, donc j'avais une certaine expérience de navigation avec Eric Tabarly. Voilà. Naviguer sur l'hydroptère, quelles sensations avez-vous ressenties? Bah, l'hydroptère, c'est voilà, c'est plus ça accélère, plus ça vole, plus ça pousse. C'est pas pareil qu'un bateau archimédien où plus tu vas vite, plus tu t'enfonces. Parce que c'est exactement la même chose qu'une 2 chevaux. Quand elle va vite, la capote se lève et elle est sustentée vers le haut parce que la forme des voitures est comme ça. Donc c'est une forme d'aile. Hein. C'est pour ça que les capotes de 2 chevaux, en fait, là on le voit pas sur les voitures en tôle maintenant, mais donc l'hydroptère c'est pareil, quoi. C'est un profil dans ce sens-là, puisqu'un profil d'aile est forcément en extrado vers le haut. Et alors qu'un bateau classique, c'est la forme de coque a toujours une forme incurvée vers le bas. Plus ça va, d'ailleurs, plus les bateaux sont très tendus pour justement diminuer cet effet d'enfoncement. C'est pour ça que toutes les lignes d'eau des bateaux sont de plus en plus droites. Mais il se fait quand même que sur hydroptère, les courbes de traînée sont assez linéaires en fonction de la vitesse, alors que sur un bateau classique, elles sont exponentielles en fonction de la vitesse, quoi. Donc c'est deux grosses différences qui fait des sensations forcément d'accélération assez intéressantes. Et c'est pas la même façon de naviguer non plus. Votre premier Cap Horn, quel sentiment ce passage symbolique vous rappelle? Le premier Cap Horn, c'était avec Tabarly en 81, donc s'il y avait du temps médium, c'était... pour moi à l'époque ça représentait pas grand chose, sauf que c'était voilà, une pointe comme une autre, et puis on remontait vers le chaud surtout. Donc voilà, c'était un truc... bon, il y a tout le monde qui on passe le Cap Horn, bon, voilà. Ça n'avait pas fait plus que ça. Si je vous dis la vallée des fous, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, la vallée des fous, ça c'est Olivier de Kersauzon qui avait surnommé, quand on a construit chez CDK, donc qui était notre chantier à l'époque, quand on a construit Poulain, il habitait dans le coin, et puis il avait surnommé le coin ici la vallée des fous, parce que bon, il y avait une espèce d'équipe de personnes motivées dont je faisais partie qui considéraient des fous. Donc voilà, quoi. Lui, il faisait peur à tout le monde, mais moi j'avais pas peur de lui. Donc c'était différent comme relation, je pense, que les relations qu'il pouvait avoir par ailleurs. Donc il a appelé ça Silicon Valley, Vallée des Fous, le trou du cul du monde, etc., quoi, à la Kersauzon, quoi. Comment expliquez-vous que tant de grands champions viennent d'ici, à Port-la-Forêt? Ben, ça c'est parce que ce que je dis toujours, c'est qu'il vaut mieux être mauvais chez les bons que bon chez les mauvais. À partir du moment où même si t'es mauvais chez les bons, t'es sûr de progresser. Si t'es bon chez les mauvais, tu vas t'endormir et puis tu vas te satisfaire de ta situation. Mais tu vas pas voir que t'es chez les mauvais. Et le jour où quand tu vas être bon chez les mauvais et que tu vas aller chez les bons, là tu vas être très mauvais. Et plus ça va aller dans le temps, et plus tu seras mauvais. Donc je pense qu'il y a une certaine émulation qui s'est faite par rapport à ça. Et de ce fait-là, il y a beaucoup de personnes de qualité qui viennent ici justement pour s'entraîner. Et donc ça amène de la qualité, on va dire, la qualité de compétition. Donc forcément, tu progresses beaucoup mieux, plus vite, plus efficace.
Alors, vous êtes le président de l'association Plein Phare sur Pinfret. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette association? Ouais, ça, c'est une histoire avec un petit groupe il y a quoi, 2 ans. Donc c'est surtout mon vice-président qui est venu me chercher, qui me dit tiens, on va monter un truc avec le phare de Pinfret. Bon, voilà. Et puis je dis bah, Pinfret, oui, pourquoi pas, parce que c'est un phare que je connais bien. Et puis c'est c'est un bon repère pour tous les gens du coin ici. C'est quand même le phare, un des phares le plus puissants dans le coin de la forêt Fouellan, qui draine un peu toute la côte sud. Donc voilà, c'est un point de ralliement pour tout le monde. Tout le monde connaît le phare de Pinfret. Et puis l'État se désengageant de ses responsabilités par rapport à l'entretien de ces monuments. Donc on s'est dit que essayer de faire quelque chose pour faire vivre le phare et lui rendre une nouvelle vie était pas forcément quelque chose d'idiot. Donc voilà, c'est parti comme ça à peu près. Hein. Et avez-vous des souvenirs particuliers de Glénan et de Pinfret? Bah oui, parce que mon père était ingénieur des travaux publics, donc forcément, lui, il était en relation avec les gardiens de phare, il était en relation avec la DDE, il était en relation avec les phares et balises, et donc souvent on allait plutôt à Pinfret qu'à Saint-Nicolas pour passer des week-ends, et puis à la pêche avec les gardiens de phare, parce que mon père était assez copain avec certains gardiens de phare de l'époque.